Alors, bonsoir tout le monde. Et merci à vous tous qui vous êtes déplacés pour venir à notre présentation ce soir. On est vraiment heureux de vous voir et on est aussi heureux je vous dirais, d'enfin quand même vous présenter qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on va avoir un ordre du jour. C'est moi qui joue avec la manette ou... Oui, ça, c'est dangereux, ça. OK, pas pire. T'es là pour me sauver s'il y a quelque chose. Alors, la façon que ça va se dérouler ce soir, alors, le mot de bienvenue, je pense que je vous souhaite vraiment chaleureusement la bienvenue à tous. Je vais quand même présenter qu'est-ce qui est l'ordre du jour. Je vais faire la présentation des intervenants qui vont parler du projet ce soir. L'historique du projet, puis les étapes, quelles sont les étapes réalisées qui font en sorte qu'on se retrouve là ce soir. On va parler de l'état du bâtiment. On parle toujours de cet hôtel de ville-là ici. On va parler ensuite des programmes et de la gestion des actifs, en quoi ça concerne. La décision, les discussions qu'il y a eu, la décision au niveau du conseil municipal. Ensuite, ça va être quoi les prochaines étapes? On va avoir à la fin une période de questions. Ça, peut-être que je vous dirais, vous allez sûrement avoir des questions au cours de la présentation, mais ça se peut aussi que la question que vous avez au début, qu'on lui réponde en cours de route. Fait que si vous voulez, on va quand même gardez vos questions. Toutes les questions sont bonnes aussi, rappelez-vous de ça. Et on va prendre une période de questions à la fin. Et ensuite, ce sera la fin de notre rencontre. Alors, je vous présente d'abord nos intervenants. Quels est-il et quelles sont-elles? Alors, nos intervenants, nous avons d'abord, merci, Madame Marie-Hélène Nollet. Madame Nollet est architecte, senior patron chez Nollet Cabinet d'architecture. Elle a plus de 30 ans d'expérience, donc c'est pas une petite nouvelle arrivée. Mais elle fait partie de l'Ordre des architectes depuis 2010 et elle se démarque aussi par son expertise en accompagnement de développement de projets particuliers, en coordination et animation d'équipes de travail et par les solutions architecturales innovantes, surtout qu'elle propose. Donc, elle est aussi récipiendaire de plusieurs prix et nominations. Elle est chargée de projet elle est, en fin de compte, actuellement aussi chargée de projet en conception du nouvel hôtel de ville qui est en construction actuellement adjacent à notre centre récréo-culturel. On a ensuite Véronique Bouillon. Alors, Véronique, elle est directrice en gestion de projet ici à la ville d'Amqui. Véronique s'est jointe à l'équipe de la ville depuis août 2023. OK? Fait que Véronique va vous adresser aussi la parole tout à l'heure. Et on a le petit jeune à l'autre bout. On a... Ben, je dis ça de même parce que ça lui fait plaisir. Moi je gagne des points quand je dis ça. T'sais. Alors, Guillaume, qui est directeur général et trésorier à la ville d'Amqui. Guillaume est arrivé, lui, à la ville d'Amqui en 2018 comme directeur de développement économique durable. En janvier 2023, il a pris le poste de directeur général par intérim. Et go! En février 2023, on l'a mis dans le bain et il a été directeur général et s'est ajouté après ça le titre de trésorier. Alors, on va parler maintenant des étapes historiques du projet puis les étapes réalisées pour en arriver où est-ce qu'on en est. Alors, 2015, qui était le rapport sur l'état physique du bâtiment et programme fonctionnel par la firme Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu et Associés. Fait que juste à vous dire ça, vous voyez que ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet de l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'en est de l'hôtel de ville et ça va être quoi le nouvel hôtel de ville? Donc, c'est depuis 2015, on est en 2025, fait que ça fait 10 ans. C'est facile à calculer, ça l'a 10 ans. Donc, les services de l'hôtel de ville d'Amqui occupent actuellement
On est encore dans les locaux de l'ancien centre culturel et la salle de spectacle de la ville, qui est ici au 20 promenade Marcel Rioux. Et on est aussi aux abords de la rivière Omkoui. Si on va voir, là, juste l'autre côté du stationnement, il y a la rivière qui est là. Alors, à la suite de plusieurs inondations, parce que ici, ceux qui connaissent l'hôtel de ville savent que le sous-sol, 2 pieds d'eau, c'est quasiment normal. Alors, à la suite de plusieurs inondations et déficiences constructives observées, un rapport de vétusté physique et un programme fonctionnel et technique du bâtiment ont été émis en février 2015 par la firme Gagnon. Comme je disais tout à l'heure, Gagnon, l'hôtelier C. Ricard Mathieu et associés. Et l'objectif de ce rapport était de valider la faisabilité d'agrandir, d'abord ici, le bâtiment, pour répondre davantage aux besoins évolutifs des services offerts par l'hôtel de ville d'Omkoui. Fait que déjà, en ce moment, en 2015, il avait été identifié que le bâtiment devait être mis aux normes. Quand on dit être mis aux normes, c'est aux normes de 2015, qui étaient les issues, la ventilation, chauffage, toilettes et tout ce qu'il peut y avoir ensuite. Là, je pense que Mme Nollet, tout à l'heure, va vous présenter l'état, fait que vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Et ça requérait aussi des travaux de réfection majeure pour régler les problèmes d'inondation au sous-sol, d'infiltration d'eau dans la toiture, d'inefficacité énergétique. Puis ça, je peux vous le dire parce que dans le bureau là-bas, l'hiver, il fait fret. Il fait pas froid, là. Il fait fret, là. Puis même avec le plastique dans la fenêtre, puis avec une... comment est-ce qu'on appelle ça? Une chaufferette, là, sur le mur, là. C'est ça. En tout cas, même à 25, il fait fret pareil. OK. Et de vétusté du bâtiment. Alors, ça, c'était 2015. 2020. 2020, on a eu une étude comparative préparée par le consortium MH Nollet et BGLA, ainsi que par la firme Stantec, qui porte les réflexions sur la possibilité réutilisation du bâtiment. À cette réflexion, on avait 3 options possibles. Soit on parlait de démolir et reconstruire sur le même site ici du 20 promenade Marcel Rioux. On parlait soit d'une relocalisation au centre récréo-culturel, ou 3, on parlait de l'achat et du réaménagement du 25 avenue du Parc, où est-ce qu'était l'ancienne salle de quai et tout. Fait que ce sont toutes des options qui ont été étudiées à ce moment-là. Et la réflexion cherchait également à joindre le service des loisirs, parce qu'on avait ici l'hôtel de ville qui avait l'administration et le directeur des travaux publics. Tu avais le garage qui était au niveau des travaux publics, le service des loisirs qui était au centre récréo-culturel. Fait que là, ça faisait quand même... C'était difficile de travailler en équipe. Fait que là, on voulait vraiment avoir un bâtiment où est-ce qu'on pouvait rejoindre le service des loisirs avec au moins l'administration, parce que le garage, lui, restait le garage. Ça, on ne voulait pas nécessairement aller avec le garage, il venait tout juste d'être construit. Alors... on voulait vraiment optimiser les locaux puis regrouper tous ces effectifs-là. Donc, à la suite du dépôt de cette étude, les élus ont fait le choix de l'option de relocalisation de l'hôtel de ville au centre récréo-culturel. Puis ça, encore là, on se souvient que ça a été plusieurs discussions, plusieurs analyses. On a regardé, puis là, on disait, bon, ben c'était quoi? Beaucoup de rencontres, puis je peux vous dire que ça a été... on partait en 2015, là, on était rendu en 2020 pour dire, ben là, regarde, faut qu'il se passe de quoi. Fait que, j'étais là, puis je peux vous confirmer que tout a été analysé. Donc, en février 2022, la Ville a réalisé l'adjudication des mandats de services professionnels en architecture au consortium GLN Architectes et en ingénierie à Stantec Expert Conseil pour les travaux de relocalisation. Après-midi, ça allait tellement bien quand je lisais mon texte, là. Il me semble que tous les mots étaient faciles à dire.
relocalisation de l'hôtel de ville et du réaménagement du carrefour sportif. Alors, 2022, ensuite, on arrive en 2024, que la Ville a procédé en 2024 à l'adjudication du contrat pour l'exécution des travaux de relocalisation de l'hôtel de Ville, ainsi que le réaménagement du carrefour sportif. Et ça, c'est avec la firme LFG Construction. On avait à ce moment-là deux projets, deux beaux projets. Paphir Spa, qui était le projet de pas la relocalisation, c'était réaménagement de la cour du carrefour sportif. Puis là, on avait l'hôtel de ville qui s'en allait là. Fait que là, on a mis les deux projets pour avoir, si je me trompe, vous me le dites, on a mis les deux projets ensemble, on a demandé une soumission. Donc, c'était à ce moment-là beaucoup plus intéressant aussi, même pour ceux qui soumissionnaient. Et ça faisait en sorte que les travaux étaient faits aussi en même temps. Fait qu'au lieu d'avoir des travaux qui durent 2 ans, puis après ça, d'autres travaux qui durent un an, bien, les travaux pouvaient être faits ensemble. Donc, on a jumelé les deux pour accorder à ce moment-là. Les travaux sont en cours et progressent conformément, d'ailleurs, au calendrier d'exécution soumis par l'entrepreneur. Le tout sur la surveillance des professionnels en architecture et en ingénierie mandatés au projet. Donc, on nous confirme encore, la directrice vous confirme encore, que le déménagement est toujours prévu pour juillet 2025 pour qu'est-ce qu'il y en est ici de l'hôtel de ville, l'administration et tout, ça en irait tout là à l'hôtel le nouvel hôtel de ville qui est adjacent au carrefour centre culturel. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vous ai fait un petit peu d'historique. On est rendu la reconstruction d'hôtel de ville. Fait qu'à présent, c'est vraiment au niveau de l'état du bâtiment. Fait que pour ça, moi, je ne suis aucunement spécialiste. On a notre spécialiste avec nous ce soir. Donc, c'est Mme Marie-Hélène Nollet, notre architecte, qui va maintenant vous dire c'est quoi notre bâtiment ici, qui va vous en faire la présentation. Fait que Mme Nollet, s'il vous plaît. Je prends le petit banc. Oui. OK. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Oups. C'est quel? Ah, j'ai trouvé le bon piton. Donc, juste pour Mme Blanchette, Sylvie, a fait un bon topo. Mon rôle là-dedans, rapidement, c'est que je suis là depuis le début, dans le fond. J'ai repris le projet qui a été fait, on dit GLC-RM, c'est moins compliqué que Gagnon-Guy, le TLC. Eux autres, quand on parle de programme fonctionnel et technique, c'est une analyse de tout ce qui doit être fait pour un projet. C'est ça que ça veut dire. Donc, on m'a demandé de reprendre le document qu'ils avaient fait et de refaire, on était quand même 5 ans plus tard que ce que le premier document avait déjà été fait, et de refaire une analyse. On en était rendu où, 5 ans après les constats qui avaient été donnés en 2015, et dans ce cas-ci, de faire une analyse de 4 options. On avait 4 options. On avait, je vais en parler rapidement, là, mais une des premières options, ça nous obligeait à revoir, OK, dans quel état est rendu le bâtiment. On est en 2020. Moi, c'est cette présentation-là que je vais vous faire. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a mis comme... On a repris, puis qu'est-ce qu'on a highlighté, désolé l'anglicisme, là, mais qu'est-ce qu'on a surligné de plus? Et puis, quelles ont été nos recommandations par rapport à ça? Donc, c'est pour ça que l'analyse comparative en termes de faisabilité, et on a fait un constat des déficiences. Le bâtiment, comme on l'a très bien présenté, c'est un bâtiment qui date de 1966, qui est aussi jeune que moi, et qui est situé sur le bord de la rivière Amqui. C'est un bâtiment qui a des caractéristiques architecturales particulières. Il n'y a pas aucun autre bâtiment comme ça partout dans le bas Saint-Laurent, Gaspésie. On appelle ça un beau bâtiment, dans le sens qu'on a des belles poutres de bois lamelées collées. C'est un bâtiment qui est en béton prioritairement. On a des semelles de béton, on a des dalles de béton dans la partie des cadets en bas. On a un vide sanitaire en dessous de nous, ici. Dalles de béton ici. Poutres de bois lamelées collées, c'est peinturé malheureusement, mais si on sablait ça, ça serait des très, très belles poutres de bois avec les poteaux en bois ici. Et on a des dalles de béton qui ont été déposées là-dessus. C'est ce qui nous permet d'avoir la courbe au niveau de la toiture, puis la courbe qu'on voit dans les murs comme ça. On voit qu'il y avait un dôme dans l'époque de la salle de spectacle, donc ce dôme-là a été démoli. On voit aussi
Ça, c'était les plans d'origine au niveau du sous-sol. Donc, cette partie-ci qui est en dessous de nous, il y a des colonnes qui supportent la dalle du plancher, en toutes les colonnes structurales, les murs de béton. Et cette partie, c'est la salle des cadets et les super toilettes du sous-sol. Et ça ici, ça a été démoli. Au niveau du rez-de-chaussée, vous êtes actuellement ici, avec les bureaux qu'on voit dans le fond. Je l'explique parce que ce n'est pas toujours tout le monde qui a la lecture des plans facile. Pour nous, en architecture, c'est comme dire 1, 2, 3, là, mais pour certains, c'est plus difficile. Donc, à ce bâtiment-là, d'origine, a été ajouté quelques agrandissements en 1998, qui sont les quelques bureaux qu'on a à droite, là, quand on va dans le corridor, pardon, on tourne à gauche. C'est un type de construction complètement différente qui a été rajouté. C'est une ossature de bois en 2x4 ou en 2x6 qui a été rajouté avec un mur de fondation, des petites poutrelles de bois. Donc, on est rendu avec un troisième système structural par rapport à un bâtiment de béton. Il faut comprendre qu'un bâtiment de béton, c'est solide, ça ne bouge pas. C'est facile de venir s'attacher dessus un peu n'importe comment, mais c'est les dessins qui prouvent là, comment ils sont construits, ces deux bureaux-là. Il faut qu'on voit qu'on est venu couper la symétrie du bâtiment avec cet ajout-là. Au niveau du rapport des vétustés, les composantes qui nous intéressent quand on fait une analyse, c'est toutes les composantes qui touchent l'aménagement extérieur, donc les perrons, les garde-corps, les escaliers, s'il y avait des murets, on va tout regarder ça. On va regarder les fondations, au niveau d'isolation des fondations, au niveau de l'étanchéité, au niveau de la structure. On a regardé pour chacune des sections dans quel état c'était. On a regardé la composition, on a analysé la composition des murs. C'est quoi les matériaux qu'il y a dans le mur? Quelle est la résistance thermique des murs? Est-ce que le mur est étanche? Est-ce qu'il y a des présences de défectuosité intérieure et extérieure? La qualité des portes et des fenêtres. Est-ce qu'elles sont étanches? Est-ce qu'elles sont performantes au point de vue résistance thermique? Est-ce que les mécanismes sont facilement travaillables ou accessibles? Et puis, au niveau de la toiture, encore là, on reprend le niveau de l'isolation, l'étanchéité. Est-ce que la toiture coule ou pas? Et la structure, est-ce qu'elle est défaillante ou elle est encore solide? On va regarder au niveau intérieur toutes les finis. Donc, les finis de plancher, les finis de mur, les finis de plafond, le mobilier intégré. Mobilier intégré, c'est tout ce qui est fixe, là. Un comptoir de salle de bain, on appelle ça intégré parce qu'on ne part pas avec. Et puis, les portes intérieures aussi. Toutes ces choses-là, on a tout regardé ça. Et dans notre cas aussi, la présence d'amiante. Est-ce qu'il y a des polluants dans le bâtiment? Dans ces années-là, en 1966, bien, la plupart des écoles d'aujourd'hui, de tous les bâtiments ministériels, c'est les presbytères, les églises, il y a de l'amiante partout. Puis là, bien, on a un règlement sur l'amiante au Québec. Fait que quand c'est le temps de rentrer dans un bâtiment qui a de l'amiante, on ne calcule pas ça comme quand on calcule un bâtiment standard qui n'en a pas. Donc, ça amène des coûts. Et c'est malheureusement, si je fais une petite parenthèse, c'est ce qui fait qu'on a autant de bâtiments religieux qu'on ne sait pas quoi faire avec. Parce qu'il n'y a pas d'aide ministérielle pour désamianter nos bâtiments. Je ferme ma parenthèse, petit mot dans l'univers. Bon, donc présence d'amiante, je vais en parler. Bien, je vais passer quand même assez rapidement au niveau de la plomberie, de l'électricité, ventilation. Ce n'est pas ma spécialité, mais quand même, j'ai le résultat de l'étude qui avait été faite. Donc, on va passer à travers tous ces systèmes-là. Donc, au niveau de l'aménagement extérieur, ce qu'on remarque, vous l'avez sûrement remarqué en arrivant ici sur cette super présentation, la belle fissure qu'on a, on voit très bien qu'il y a une désolidarisation entre le perron avant et les marches, une fissure de quasiment 1 pouce de large. Donc, ça, c'est une première chose. Après ça, on a aussi, bien, le terrain. Il faut savoir qu'ici, je vais en parler plus tard, on n'a pas le terrain le plus stable. C'est le pire terrain qu'on pourrait avoir pour construire. OK? On ne recommanderait pas à personne de construire là-dessus, selon moi. Bien, pas juste moi, selon les spécialistes en structure aussi, là. On va avoir les rampes d'acier qui sont usées, les pentes d'accessibilité universelle sont pas adéquates, sont pas conformes. La hauteur, la constance de la hauteur des marches n'est pas constante non plus parce que ça a bougé. Donc, on ne peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus... comment je pourrais dire? C'est vétus. Puis il y a plusieurs carreaux qui sont endommagés, certains sont absents. Donc, parce qu'il n'y a pas d'argent qui a été investi ici depuis 2015, il faut le comprendre. Parce que la municipalité cherche qu'est-ce qu'on fait. Là, le choix a été mis d'aller de l'autre bord. C'est un très bon choix parce que on a un bon investissement dans la pérennité de construction. C'est un bâtiment neuf.
ça va s'exécuter, ça va s'exploiter facilement. C'est un bâtiment qui est performant, puis en plus, ça allait améliorer une partie de ce qui était déjà existant. Donc, au niveau de l'extérieur, c'est ça qu'on a remarqué. Donc, on voit ici qu'il y a eu des plaques de métal qui ont été rajoutées à cause de l'affaissement du perron de béton et aussi des fissures à la surface du perron extérieur. C'est plus un gros zoom, mais c'est pire. C'est pire, là, que quand on a fait le relevé. OK? Quand on voit, peut-être vous allez lire là, dans ces choses-là, vous allez lire, il y a une expression qu'on utilise souvent qui est à bout d'usage d'âge. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le matériau ou le système de construction a fait son temps. On ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas faire de plaster dessus. Là. OK? Au niveau de la structure, j'avais parlé rapidement. Au niveau des fondations, on a un système. Là, je vais parler de la salle du conseil ici, donc en dessous de nous. On a un système de pilastres et de semelles qui sont isolés en béton armé. C'est tout du béton en dessous. J'ai des photos, vous allez voir. Il n'y a pas de semelles filantes dans cette partie. Ça veut dire que c'est des colonnes qui descendent dans le sol. OK? Les murs extérieurs du bâtiment supportés par un système de type de mur poutre. Ça veut dire qu'il y a les colonnes, il y a une poutre. C'est un peu compliqué, je ne rentrerai pas dans ce détail-là, là, mais c'est du béton. Les semelles n'ont pas pu être isolées parce qu'il aurait fallu excaver le bâtiment pour aller voir dans quel état c'était. Au niveau du sol aussi, qui est le vide sanitaire, qui n'est pas aménagé, il n'y a pas de dalle sur sol. Il manque quelques places. À quelques places, il manque du sol. Il y a des défauts mineurs qu'on va voir sur les photos au niveau des pilastres. Il y a des légères détériorations causées par un recouvrement insuffisant des armatures. On va voir une photo, ce qu'on voit qu'il y a des armatures qui sont vraiment découvertes. Une armature, c'est l'acier qu'on met dans la structure de béton. Et cet acier-là doit être recouvert d'un minimum d'un pouce de béton ou plus, tout dépendamment comment on construit puis la charge structurale qu'on doit avoir. Donc, quand l'acier est exposé, ça veut dire qu'il devient fragile à l'humidité. L'acier, ça rouille. Donc, c'est ce qui tient le béton. Ça ne paraît pas, là, quand on vous dit c'est du béton, mais non, c'est de l'acier enrobé de béton. Fait que si l'acier est corrodé, là, la structure commence à être plus friable. Et il y a une très forte exposition à l'humidité qui peut entraîner la corrosion accélérée, ce que je viens d'expliquer. Dans la partie avant ici, donc structure du rez-de-chaussée, je suis encore dans la salle du conseil? Non, structure du rez-de-chaussée. Donc, structure du béton armé de type structural, il y a 10, 100 mm et 4 pouces, qui n'a pas pu être observé parce que... ah oui, c'est ça. Je suis en dessous d'ici. La dalle de notre plancher, c'est une dalle de béton de 4 pouces, mais on n'a pas pu l'observer parce qu'elle est recouverte d'uréthane. Donc, tout ça, ça a été isolé. Ça ne devait pas être isolé au début parce que l'uréthane n'était pas là quand c'était construit. Donc, là, ils ont shooté de l'uréthane partout en dessous de la dalle, partout sur les murs de béton puis sur les colonnes. OK? C'est comme ça que c'est fait en bas. Donc, ils n'ont pas pu voir si l'armature qu'il y avait dans la dalle était atteinte parce qu'il y a de l'uréthane partout. Dans la partie avant, structurale, au niveau du toit ici, au niveau du toit ici, comme je mentionnais, les poutres de bois lamelé sont en très, très bon état. Les poteaux sont en très bon état. Structuralement, cette partie-ci, au niveau du toit, ça va très bien. Il y a, au niveau de la toiture, la pente est quand même intéressante. Il y a quelques petites infiltrations, mais pas tant que ça. Okay? La partie avant, en général, je fais toujours... Ah, j'ai une autre diapo, c'est ça. Je trouvais que... Donc ça, on est en bas dans le sous-sol, là. Donc, on a les colonnes. Vous voyez bien l'uréthane qui est appliqué sur la dalle et au périmètre des poutres. On a ici la structure qu'on voit, les poteaux au centre. Ça naît, ça, une colonne de béton avec l'armature qui est érodée puis qui est exposée. Et ça, ici, on appelle ça un nid d'abeille. C'est comme le béton qui éclate par petits morceaux. Okay? Dans la partie avant, maintenant, donc tout ce secteur-là, donc on a un système de pilastres avec des semelles de béton armé, les murs extérieurs soutenus par un système de conventionnel, donc c'est un mur de fondation standard, sous-sol aménagé dans la partie, donc on appelait ça la salle des cadets, je ne sais pas si c'est encore utilisé, non. Dalle sur sol de 100 mm, il y a quelques fissures, mais il n'y a rien de dangereux. C'est des fissures qui sont attribuées à un mouvement normal dans cette période-là. Quand on parle de stratigraphie comparable au garage municipal, je pense qu'il y aurait ça pourrait faire l'objet d'une conférence qui s'est passée en temps de faire le garage. C'est que le sol ici, là, c'est la stratigraphie. Y a-t-il de l'argile pas mal, hein?
c'est ça. C'est humide, en tout cas. C'est un sol qui est humide, là. Pardon? C'est ça. Fait qu'on associe, nous, on n'a pas fait de test de sol ici, mais on associe que tout ce qui se passe ici, ça ressemble à ce qui s'est passé au garage municipal. Donc, la recommandation de l'ingénieur dans ce temps-là, c'était de, si jamais il y a des travaux à envisager, soit un agrandissement ou pas, il faut faire des tests géotechniques pour vraiment s'assurer dans quel type de sol qu'on est. Et puis, c'était à risque. Donc, au niveau de la partie avant, c'est des solives de béton avec une dalle de 50 mm. En général, structurellement, le plancher, ça va quand même bien de ce côté-là. Les solives de béton, donc quand on est en dessous, dans la salle du cadet, on voit les solives de béton. Il y a quand même un peu d'armature qui est érodée, qui est affichée ici. Et ça, c'est dans la salle du cadet avec les quelques fissures que je parlais au niveau du sol. Là, je ne parle que de structure. OK? Je ne suis pas rentrée dans l'architecture. Quand on arrive au niveau des fondations en termes d'architecture, moi, quand je rentre, je ne regarde pas l'armature. Là, je vous en ai parlé, mais ce n'est pas ça que je regarde. Moi, je regarde l'humidité, l'étanchéité et l'isolation. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement au sous-sol, en dessous ici? On est dans une zone inondable, c'est connu. Il y a des inondations. Quand les pompes ne marchent pas, ça peut monter de 2 à 3 pieds. Malgré la présence de 2 pompes, bon, c'est ce que je viens de mentionner, les espaces au sous-sol sont difficilement utilisables. Les salles de toilettes sont d'origine. Les inondations fréquentes des locaux ont endommagé la céramique par endroits, ont fait rouiller le bas des partitions de toilettes. La salle des cadets est en mauvais état. Dans un bâtiment qui n'est pas protégé par gicleur, il doit être possible d'accéder directement à l'extérieur. Donc, l'évacuation du sol n'est pas conforme. Donc, tout de suite en partant, la partie-là n'est pas conforme en termes d'évacuation. La colonne de gauche, ici, je suis-tu dans la bonne affaire, moi, là? Un petit peu. Ah, je suis désolée. OK, je suis ici. La fondation pourtour des grilles de ventilation, bon, ça, c'est des choses effritées. C'est ici qui est important. Dans le vide sanitaire, en dessous de là. Le type de construction du vide sanitaire ne permet pas l'étanchéisation du côté extérieur. L'eau s'infiltre par le sol en dessous. OK? Fait que l'eau, elle monte directement par le sol. Il y a une importante condensation à la surface, intérieure des murs de béton. Vous allez voir les photos tantôt. Les surfaces sont mouillées sur la majeure partie des murs. Ça veut dire que la terre qui monte le long des murs de fondation rentre dans les murs de béton et transpire dans le vide sanitaire, en plus de l'humidité qui sort du sol. La section du mur ouest est davantage mouillée. L'isolant d'uréthane giclé, il est imbibé d'eau. Ça donne une idée. C'est supposé être par vapeur, ça. C'est un isolant qu'on pose qui est supposé bloquer la vapeur d'eau. Ça donne juste une idée de ce qui se passe en dessous de cette salle-là. Et, OK, donc là, celle-là, je l'ai amorcée un petit peu ici. Donc, on a parlé de ça. On a parlé le puits où sont situées les pompes est ouvert. Donc, en dessous de l'escalier au bout, il y a 2 pompes pour gérer l'humidité, mais ce n'est pas géré, c'est pas fermé de façon sécuritaire. Il y a de la détérioration. C'est à mon tour? Ah, tiens! Détérioration. Des finis au sous-sol, parce que quand l'eau a monté de 2 à 3 pieds, bien, les finis ont été affectés. Et on a une vétusté de tous les revêtements qu'il y a au sous-sol. La toilette aussi est vétuste. Et comme je mentionnais, avant que je me rende compte que je m'étais trompée de diapo, l'évacuation au sous-sol n'est pas conforme. Parce que je sors par un escalier, puis je suis obligée de passer par ici pour pouvoir sortir. C'est la seule issue. Fait que s'il y a un feu proche de l'escalier, les personnes dans le sous-sol, ils ne peuvent plus sortir. Fait que ça ne marche pas. Fait que ça, c'est les images, là, regardez les murs de béton mouillés, là. Ça, c'est l'eau de la terre extérieure qui traverse ou qui condense sur le béton à cause que l'humidité est trop forte. L'isolant ici, l'uréthane qui se défait à cause qu'il est trop imbibé d'eau. En dessous, on a les 2 pieds dans l'eau, carrément. OK? Donc, nous, on voit ça, bien, regardez ici, là, tout ce qui est foncé, là, c'est de l'eau sur les murs de béton. Ça ne paraît pas quand on est ici, là, mais on a les 2 pieds dans l'eau. Le bâtiment a les 2 pieds dans l'eau. Ça, c'est la pompe qui est ouverte, là, en dessous de l'escalier, en bas, et on voit les lignes d'inondation qui ont monté jusque-là. Les toilettes qui sont d'origine, donc qui n'ont jamais été refaites. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps des inondations chaque année, fait que c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres que d'investir là-dedans.
sont vétustes. Ce n'est pas le genre de toilette qu'on s'attend à voir en 2025, quand on travaille dans un endroit à tous les jours. Maintenant, au niveau des murs extérieurs, le crépi d'origine, avant, le bâtiment était fini en crépi sur le béton extérieur. Donc, il a commencé à s'effriter, fait que là, ils ont décidé de mettre un revêtement métallique. Ils ont conservé le crépi sur la cheminée, mais à certains endroits. Selon les plans d'origine, la composition des murs extérieurs, on a un plâtre ici à l'intérieur de 3/4 de pouce sur des lattes. On a un isolant rigide de 2 pouces. Je parle en pouces parce que le monde comprenne mieux que les 50 mm. On a une fibre de verre pressée de 3/4, un bloc de béton de 8 pouces, une fourrure, papier feuille, crépi sur latte métallique, et puis après ça, les fourrures avec le revêtement métallique. Donc, on a presque pas d'isolant dans les murs. On a une masse de béton qui peut avoir... les blocs de béton, ça peut avoir quand même une bonne masse, mais si je relis la composition, j'ai un isolant de 2 pouces ici, du côté intérieur. Fait que j'ai pas grand-chose. Donc, l'isolation est insuffisante, ce qui est confirmé par la difficulté du propriétaire à maintenir les locaux chauds pendant l'hiver. OK? Le crépi, la cheminée et le crépi s'effritent encore. Après ça, vous allez voir qu'il n'est pas nécessairement... c'est pas nécessairement du bon crépi non plus. Bon, là, il mentionnait dans ce temps-là qu'il y avait des vandales qui étaient capables de monter. Je ne sais pas si ça a été corrigé, ça, mais... ouais. Guillaume y est allé, puis il a dit non. Puis le perméable métallique, à certains endroits, est endommagé, avec des signes d'accumulation d'eau. Au niveau des portes et des fenêtres, bien, les fenêtres principales, je dirais que les portes intérieures, c'est pas si pire, là, c'est faisable, mais toutes les fenêtres, c'est des fenêtres qui sont à bout d'usage d'âge, là. C'est thermos simple des fois, ou thermos double, avec des petits cadres de bois. Les mécanismes ne sont pas accessibles pour les ouvrir. Et il y a du plastique partout. Là. Je me suis promenée tantôt, j'ai vu des rouleaux de plastique partout en dessous des fenêtres. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas performantes. La peinture des unités est défraîchie et est écaillée aussi. Donc, en gros, ben, ça donne une certaine idée. Je ne sais pas si on la voit, en tout cas, elle était là. Je pense qu'elle a été réparée. Là. Et puis, ça ici, les mécanismes, là, les barres paniques, ça, c'est plus conforme. Là. Toute la quincaillerie des portes, c'est plus conforme. Et puis, bon, ça, c'est le type de fenêtre qui est très design à l'époque, mais que ce n'est pas le genre de fenêtre qu'on recommande aujourd'hui. Performance faible. Et ici, le revêtement métallique est un petit peu à bout d'âge, là aussi. Au niveau de la toiture, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a une toiture basse dans la partie d'en avant qui coule, à l'époque, quand on a fait les choses, il y avait un drain qui coulait de temps en temps, là. Les pentes de toiture, la pente de la partie avant, elle est trop faible, donc ça veut dire qu'il y a une accumulation d'eau. La neige reste là. Puis là, il y a de l'accumulation aussi de verdure, là. De la mousse, oui, à plusieurs endroits. La toiture ici, ça va bien parce que la pente est quand même plus accentuée. Par contre, les pentes de toiture ne dirigent pas l'eau vers les drains. Ça veut dire qu'on a essayé de faire de quoi, mais le drain est là, puis l'eau va là. Fait que ça fonctionne plus ou moins bien. La toiture de la marquise avant, elle a un affaissement structural. Ça veut dire que structurellement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit qu'il y a de la pourriture, soit que la portée est très trop faible, soit que la charge de neige est trop grande, mais il y a quelque chose qui fait que structurellement, la marquise, avec le temps, elle a fini par fléchir. Donc, après ça, là, c'est pas facile tout le temps de suivre. Donc, ça, c'était des exemples que nous, on avait relevés à l'époque. Puis, voyez-vous la déflexion ici, là, c'est ça que j'explique ici, là. OK. Au niveau du rez-de-chaussée, quand on rentre à l'entrée, la grille gratte-pied est désuète. Elle a passé date. Les filets intérieurs sont à remplacer ou à ragréer à plusieurs endroits. Donc, si vous portez attention, il y a des patchs partout sur tous les murs. La distribution des services est difficile car il n'y a pas de locaux avec un plafond suspendu. Quand on dit la distribution des services, c'est toutes les conduits de ventilation, l'alimentation des luminaires, toutes ces choses-là. Et là, ici, là, ça, c'est collé directement sur la dalle de béton. OK? Puis de l'autre côté, je ne me souviens plus, mais il n'y en a pas tant que ça de plafond suspendu. Bref, il n'y a pas aucune amenée d'air frais dans ce bâtiment-ci. Puis là, l'été, je devine que vous ouvrez les fenêtres, mais là, la chaleur rentre, puis, fait qu'il n'y a aucun contrôle de confort dans ce bâtiment-ci. Il n'est pas assez isolé, il n'est pas ventilé, les fenêtres ne sont pas performantes, il est très beau architecturalement, mais il est pourri
en termes de confort. Excusez, je suis raide, là, mais c'est ça. OK? On est rendu ici, donc le gris, les finis intérieurs, et surtout, que je vais en parler, il y a de la présence d'amiante dans le bâtiment. Mais je vais revenir sur une diapo plus précisément là-dessus. Au niveau de la plomberie puis du chauffage, j'ai isolé les mots qui sont à retenir. Donc, trop chaud, trop froid dans les locaux, pas de ventilation, la qualité de l'air est faible, pas de contrôle individuel. Ça, c'est important quand même. C'est soit que tu n'en mets pas pantoute ou que tu en mets, là, tu peux ouvrir ta fenêtre, mais quand tu es entre les deux et que tu n'es pas capable d'avoir le bon équilibre, la journée peut être longue quand il fait chaud puis que tu dois produire de quoi au point de vue intellectuel. Donc, l'isolation en place contient de l'amiante en bonne quantité. Ça veut dire que en bas au sous-sol, tous les conduits, il y a un isolant autour, puis il y a de l'amiante dans cet isolant-là. Les équipements sanitaires sont presque tous désuets. Une rénovation majeure est à prévoir, incluant toute la tuyauterie, si on avait à reprendre ce bâtiment-ci. L'entrée d'eau aussi sera à mettre aux normes. Et quand on parle de reprendre et réutiliser un bâtiment, ce n'est pas juste les espaces, c'est tous les systèmes du bâtiment qui doivent être fonctionnels. Donc, il y a l'architecture, il y a la structure, il y a la ventilation, il y a l'électricité, il y a la plomberie, il y a la protection au feu. Il y a tout ça qui doit être vérifié par rapport aux normes. Au niveau de l'électricité, bon, les prises de courant, il manque des prises de courant, beaucoup, je pense. C'est pour ça qu'on voit dans les vieux bâtiments qui ont été rajoutés en surface avec des fils, là. Là, ça n'a pas été fait ici. Les luminaires, ça, c'est au T8. On n'a plus le droit d'en mettre, on n'en met plus nulle part. Ça consomme énormément d'énergie. Ça fait des factures électriques assez importantes. Comme je disais, aucun système de ventilation fonctionnel, d'apport d'air frais, n'est présent dans le bâtiment. Ces systèmes servent uniquement à la climatisation, ne maintiennent pas de qualité d'air optimale. Donc, il y avait des petits climatiseurs. Il y a des petits climatiseurs qui ont été rajoutés dans certains bureaux. Mais ça, comme ça dit, ça fait juste c'est un plaster au point de vue de la qualité de l'air. Donc, j'avais déjà montré les photos ici, les réseaux de chauffage. Quand que je parle d'amiante, là, ça n'est un exemple de conduit qui est isolé. Là. Fait qu'il y a de l'amiante dans l'isolation. Et dans la salle ici qui n'est pas ventilée, une salle de spectacle. Je ne sais pas combien de personnes que vous pouvez être. Dans les super rencontres de conseil. C'est pas là qu'il y a le plus de monde. C'est pas là qu'il y a le plus de monde. Mais regarde, juste ce soir, on n'a aucun apport d'air frais, là. Puis on est plusieurs dans la salle. Imaginons-nous l'été, quand il fait 28 degrés dehors. C'est ça. Parce qu'un bâtiment, il faut qu'il soit isolé, pas juste contre le froid, il faut qu'il soit isolé contre le chaud aussi, l'été. Puis là, plus ça va, vous avez rendu compte, surtout à Amqui, il fait vraiment chaud ici l'été. Et puis là, la plupart, les thermopompes sont populaires, c'est pas pour rien, là, parce qu'on cherche à climatiser l'intérieur. Donc, quand on isole un bâtiment, on l'isole pour le confort d'été autant que pour le confort d'hiver. Quand on arrive au niveau de la présentation de l'amiante, ce que j'ai mis ici, c'est ce que j'avais quand on avait fait le rapport. Dernièrement, il y a un devis qui a été demandé à GESFAR GESFAR, c'est une compagnie qui est spécialisée dans la caractérisation des produits dangereux dans un bâtiment. Et c'est quand même la même chose. Il y a un élément qui est en plus que ce que nous, on avait. Donc, quand on parle ici, j'ai mis ici « risque modéré à élevé en caractère gras », il y a de l'amiante dans tous ces éléments-là du bâtiment. Donc, dans les murs, sur le mur du vide sanitaire, il y a les murs de la salle de la mécanique, l'isolation de la tuyauterie, les murs de la salle du cadet, la dalle de l'ensemble du sous-sol, la totalité des plafonds. Il y a de l'amiante dans ces petits carrés-là. Les carreaux de vinyle au rez-de-chaussée, la colle qui est en dessous des revêtements sol souple, le crépi cimentaire sur les fondations, les composantes de toiture non accessibles. Puis quand c'est en caractère gras, ça veut dire que les carreaux ne sont pas en caractère gras parce que c'est un risque faible. Ça veut dire que quand je fais un chantier ici, l'entrepreneur va se faire une tente, il va se promener, il va taper la tente sur une périphérie, puis il va défaire ça, puis il va mettre ça dans un sac, puis il va fermer le sac, puis il va partir avec. C'est un risque faible. Mais quand on est à risque modéré, ça veut dire qu'il faut dépressuriser l'espace, il faut faire un sas, il faut pas que l'air, quand on va démolir, qui va contenir des particules d'amiante, sorte. Donc, on doit contrôler. Fait qu'il y en a quand même beaucoup, là, partout dans le bâtiment. C'est une bonne gestion. Il y a aussi la présence de silice dans les composantes. Je suis moins habituée avec cette composante-là, mais on voit que c'est compris dans le béton.
OK? C'est un élément qu'ils ont pris pour faire les blocs de béton, le béton préfabriqué, les blocs de béton, la maçonnerie, le terrazzo et la céramique. On voit aussi qu'il y a du mercure liquide dans les équipements de mesure. Donc, dans la salle de mécanique en bas, tous les thermomètres, les manomètres, il y a du mercure liquide là-dedans. Donc, tu ne peux pas jeter ça aux poubelles. Il faut que tu gères le déchet de ça. Il y a du mercure sous forme de vapeur dans les fluorescents. Donc, quand on enlève un fluo ici, il faut prendre le fluo, il ne faut pas le briser, parce qu'il y a du mercure en vapeur là-dessus. Une fois que le fluo est brisé, c'est correct, le mercure s'est évaporé, malheureusement pour vous, mais il s'est évaporé. OK? Et dans le temps que j'ai fait l'étude, il n'y avait pas de plomb dans la peinture, mais dans le dernier devis, il y a du plomb dans toutes les peintures, partout. Fait que ça s'ajoute. OK? Fait que c'est ça. Donc, quand on a fait l'étude, donc nous, on avait repris le document de la GLCRM. Il y avait eu un document aussi qui avait été fait par Planifica, presque en même temps que nous. Planifica, c'est le nom le dit, là, il dit c'est quoi la déficience, puis tu devrais faire ça dans tel temps, puis tu sais, ça aide les gens à planifier l'exploitation puis la réparation d'un bâtiment. Notre mandat était en premier lieu de faire le constat d'ici et d'analyser 4 options. Parce qu'il y en avait 2 options pour ici. Oui, c'est ça, c'était 2 l'hôtel de ville. Oui, c'est ça. Pour l'hôtel de ville, bien, il y avait les 2 options au centre récréo-culturel, celle qui a été choisie pour lequel on a fait un bâtiment. Et il y avait le 25 rue du Parc là, qui nécessitait un achat. Ici, qu'est-ce qu'on optimisait comme option? C'était de désamianter le rez-de-chaussée au niveau de l'intérieur puis l'extérieur, de faire une démolition sélective, de réaménager, de faire une réfection majeure du sous-bâtiment et de prévoir un agrandissement. Dans l'autre option, c'était de faire un désamiantage complet, une démolition globale et de faire une construction sur le même site. On a analysé tout ça. Dans tous les cas, je vais vous montrer c'est quoi les différences. Dans tous les cas, on ne réutilisait pas le sous-sol. On renchaussait le sous-sol. On le remplissait. Donc, c'est comme si on le condamnait. OK? Quand c'était le temps de faire, bon, maintenant, les conditions de sol. Ça ici, là, c'est en 18 juin 2019. Le bâtiment il est ici. Et ça, là, c'est la zone inondable de la rivière Omequee. Puis en 2019, 30 décembre, le profil avait changé. Fait que là, veut pas, le bâtiment il est dans une zone inondable. Fait que là, ça change, ça, puis on sait bien que ça va pas en s'améliorant. Fait que, tu sais, on n'est pas dans les meilleures conditions. Donc, nous, après ça, j'ai juste gardé les 2 options A et B, les avantages et les inconvénients de chacune. Donc, dans l'option A, si on se rappelle, c'est celle qui est, on garde le bâtiment, on le désamiante, on démolit de façon sélective, on essaie de le réaménager et on l'agrandit. Ça, c'est la A. La B, on désamiante, on démolit, puis on reconstruit sur le site. C'était la 2e option. Dans la A, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des composantes qu'on pouvait récupérer. La structure de bois était récupérable. On pouvait récupérer des portes. Il y a plein de choses qu'on pouvait récupérer dans notre réaménagement. Et un point qui est intéressant, le stationnement est déjà là. Tout bien fait, tout correct. Dans l'autre, c'était une installation neuve. C'était un avantage bon, sans tenir compte du site. C'était un avantage. On avait un bâtiment neuf avec un stationnement qui est déjà tout fait. Par contre, au niveau des inconvénients, dans les 2 cas, on a des piètres conditions du sol, menant des méthodes constructives onéreuses. Les méthodes constructives qu'on avait envisagées, même pour l'agrandissement, ça devait être sur des pieux. Des pieux qui devaient descendre dans le sol, on ne connaissait pas la profondeur. Et ça devait être absolument un seul étage à ossature légère. Donc, on ne pouvait pas faire 2 étages dans l'agrandissement. Donc, on avait quand même un épanchement sur le terrain, là. On ne savait pas. Construire sur un terrain qui était plus ou moins intéressant. On avait quand même la décontamination à faire. Il y avait encore des risques d'inondation, même si on avait renchaussé. Les fondations d'ici n'étaient pas super en termes de conditions. La morphologie est complexe. C'est sûr qu'ici, ça fait une belle salle du conseil, mais les bureaux en arrière, ce n'était pas ce qui se prêtait facilement à un réaménagement avec les besoins du programme qui avait été donné. Parce qu'il y avait un besoin d'agrandissement. Dans le prochain bâtiment, il y a de la place, puis il y a aussi, surtout aussi avec l'intention d'amener le service des loisirs en même temps que le service de l'hôtel de ville. Il y avait la vétusté des équipements, des composantes, et il y avait une réfection complète du bâtiment à faire. Si on démolissait, bien, on avait les mêmes conditions de sol, on avait à décontaminer et on avait à reconstruire un nouveau bâtiment au complet sur un terrain, entre guillemets, de merde.
ferme les guillemets. Donc, les coûts ont monté comme ça. Fait que nous autres, dans les 4 options là, qui sont présentées ici, là, oups, là, je vais trop vite. Pour chacune des options, on a fait j'ai fait, quand on a fait l'étude, ce qu'on appelle une modélisation. Donc, j'ai pris le programme, j'ai vérifié, OK, si on regarde le bâtiment ici, quelles fonctions vont où? J'ai tout planifié, j'ai tout vérifié, ça prend un agrandissement de telle grandeur, ça va coûter tant. Si on démolit et qu'on s'installe ici, ça va coûter tant. Si on va là et qu'on réaménage, ça va coûter tant. Et si on va les récréoculturels et qu'on réaménage et qu'on agrandit, ça va coûter tant. Donc ça a tout été fait comme étude dans cette étude-là. Ce qui a amené la Ville à faire le choix d'aller vers la récréoculturelle. Et voilà, ça fait le tour de ma partie. Ça vous donne une bonne compréhension malheureusement, un très beau bâtiment, mais en très mauvais état. C'est ça. Donc, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Véronique. Parle plus fort. Oui, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez en arrière? Ça va bien? Parfait. Donc, moi, en fait, le mandat que j'ai ce soir, c'est de vous entretenir sur 2 sujets, quand même très importants là, en lien avec le projet. Donc, le premier sujet là, à laquelle je vais vous entretenir, c'est vraiment au niveau des programmes d'aide financière. Donc, c'est sûr, quand on fait des projets, bien, on travaille vraiment à aller chercher le maximum d'aide financière pour que l'impact sur le citoyen soit vraiment là, au minimum. Donc, dans un premier temps, on va voir le programme d'aide financière. Puis, dans un deuxième temps, je vais vous parler finalement de la gestion des actifs. Donc, c'est un nouveau mot. Vous allez l'entendre de plus en plus à la Ville d'Amqui. Donc, voilà, on va débuter ça. Donc, au niveau du programme d'aide financière, je vais vous faire un petit historique de tout ce qui s'est passé là, au niveau des aides financières pour la relocalisation de l'Hôtel de Ville. Donc, voilà, on va commencer en juillet 2021. Donc, c'est le programme de réfection et de construction des infrastructures municipales, le RECIM, qu'on l'appelle, au volet 1, donc qui était projet d'infrastructure à vocation municipale et communautaire. Donc, en juillet 2021, il y a le ministère des Affaires municipales qui informe la Ville d'Amqui que le projet de construction de l'Hôtel de Ville, finalement, a été jugé prioritaire, puis que le projet a été présélectionné pour l'octroi d'une aide financière. À l'époque, pour le RECIM, l'aide financière se calculait vraiment selon l'indice de charge nette par 100 $ de richesse foncière uniformisée de la Ville. Donc, à l'époque, pour le RECIM, nous avions une aide financière le maximum de 65 %. Donc, voilà. En 2022, juin 2022, donc le transfert de la demande d'aide financière du RECIM au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM. Et ça, c'est vraiment la demande du ministère, puisque les modalités du programme avaient changé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un programme est en place, bien, il y a une durée de vie. Donc, quand les modalités arrivent à la fin, là, si on veut, donc, il y a des nouvelles modalités, donc un nouveau guide qui sort, puis souvent, le nom change un petit peu là, parce que les modalités sont un petit peu différentes. Donc, on est passé du RECIM au PRACIM avec le même taux d'aide financière là, qui était de 65 %. Après ça, en janvier 2023, donc la demande d'aide financière au PRACIM a été transférée vers le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, donc le PRAFI. Puis, on est allé aussi dans le volet résilience des communautés et relocalisation. Donc, c'est un programme, celui-là, qui a été mis en place en novembre 2022. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr que le projet ici de relocalisation bien, cadrait vraiment directement là, à l'intérieur du PRAFI. Donc, c'est le 15 octobre 2024 qu'il y a une convention d'aide financière qui a été signée là, entre les parties, soit la Ville d'Amqui et le ministère des Affaires municipales. À l'intérieur de cette convention d'aide financière-là, eh bien, vous le voyez, donc on est rendu à 73 % quand même d'aide financière. Puis on voit que le coût maximal admissible là, du projet de relocalisation est autour de 5 300 000, taux d'aide de 73 %. Donc vous voyez là, l'aide financière maximale qui peut être versée là, dans le projet. Donc, l'objectif là, vraiment de ce programme d'aide financière-là, l'objectif du PRAFI, c'est vraiment de réduire le nombre de personnes et de bâtiments localisés dans les zones à risque liées aux inondations. Donc, vous l'avez vu tantôt, Marie-Hélène a présenté là, cette image-là. Donc, on voit que c'est une image de 2019, mais on se souviendra quand même de 2017.
où les inondations, là, vraiment, ça allait vraiment loin sur l'avenue du Parc et tout ça. Là. Donc, ça représente bien. Voilà. Donc, il a été prévu aussi à l'intérieur de la Convention d'aide que si le bâtiment de l'hôtel de ville actuel n'était pas démoli à la suite de la relocalisation, bien, la ville doit s'assurer de mettre en place des mesures adéquates de réduction de sa vulnérabilité face aux inondations. Donc, c'est sûr que si on décidait, là, dans les premières options, de conserver finalement un bâtiment ici sur les lieux, il faudrait s'assurer de mettre en place des mesures adéquates de réduction de sa vulnérabilité. Donc, ces mesures-là, en fait, c'est que ça consiste à effectuer des travaux, soit sur le bâtiment ou sur le terrain, qui font en sorte que, dans le fond, de diminuer les dommages qui pourraient être causés sur le bâtiment si jamais il y avait des inondations. Donc, voilà. Si je pouvais vous donner comme quelques exemples de mesures qui pourraient être mises en place, c'est par exemple de rehausser des systèmes mécaniques du bâtiment. Donc, tu sais, par exemple, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est système électrique, plomberie, chauffage, système de ventilation, donc c'est vraiment des rehausser au-dessus de la ligne des hautes eaux. Sinon, on pourrait aussi rehausser le bâtiment, donc sur pilotis, enlever des matériaux de finition aussi non étanches là, au sous-sol, sinon ajouter des clapettes de sécurité, aménager des remblais aussi lorsque c'est justifié. Donc, voilà. Ce qui est du PRAFI. Maintenant, je vais vous entretenir sur la gestion des actifs. Vous allez voir, là, le lien va se faire, vous allez comprendre. Donc, la gestion des actifs, eh bien, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un mot que vous allez entendre de plus en plus là, dans les municipalités. Donc, ça consiste, dans le fond, à mettre en place à mettre en place un ensemble de pratiques qui va faciliter la prise de décision basée sur les connaissances des actifs. Donc, c'est les connaissances vraiment au niveau de l'état des actifs, les risques qui y sont associés, les coûts, ainsi que les niveaux de services voulus. Donc, qu'est-ce qu'un actif? Eh bien, en fait, un actif, c'est tout ce que la ville possède. Donc, je pourrais vous en nommer là, quelques-uns, puis vous allez les replacer. Là. Donc, quand on parle d'infrastructures de production et distribution d'eau potable, les infrastructures de collecte, traitement d'eau usée, les infrastructures de collecte d'eau pluviale, tout ce qui est le réseau routier, aussi municipal, les bâtiments, les parcs, les espaces verts, les flottes de véhicules. Donc, tout ça, ce sont des actifs de la municipalité. On comprendra aussi qu'à l'intérieur de ces actifs-là, eh bien, il y a une hiérarchie d'importance à faire à l'intérieur de ces portefeuilles de services-là. Donc, par exemple, c'est sûr qu'il est beaucoup plus important de livrer de l'eau potable aux citoyens que de paver, par exemple, un sentier de marche. Vous comprenez, il y a quand même une hiérarchie là, dans les services à respecter. Donc, voilà. L'objectif de la gestion des actifs, c'est vraiment de rendre des services aux citoyens de façon sécuritaire, durable, tout en démontrant une gestion responsable des budgets. Voilà. Avant de vous parler de la gestion de l'actif hôtel de ville, je prends un petit peu d'eau. Ben oui, On vous perd la parole un petit peu de temps en temps aussi. Pardon? Quand vous reculez, vous perdez la parole. Oui. Je suis désolée. Je vais me rapprocher. Donc, si on parlait de... Le micro ne sert pas pour la salle. OK. C'est juste pour la TVC. Donc, je vous parle ici là, de l'actif hôtel de ville. Donc, je vous change ça ici comme ça. Voilà. Donc, notre actif hôtel de ville. Donc, entretenir, rénover, remplacer ou mettre au rebut un actif. Donc, c'est des questions qu'on va se poser en tant que ville, mais pour tous nos actifs. Donc, là, on va se concentrer sur vraiment l'actif hôtel de ville. Donc, il faut d'abord, bien sûr, là, quand on fait de la gestion d'actifs, il faut d'abord définir le problème, ensuite évaluer les options d'intervention et les coûts associés là, à chacune de ces options-là. On ordonnance ensuite là, les options à l'aide de critères d'analyse, bien sûr, en vue de choisir celle qui peut le mieux répondre à l'atteinte des objectifs stratégiques de la ville.
Donc, si on y va, là, ici, en ordre, on commence par définir le problème. Donc, le problème, ici, bien, on le sait, Marie-Hélène l'a bien expliqué, mais c'est que la Ville possède un bâtiment construit en 1966, qui a été agrandi en 1998, puis où, actuellement, plusieurs de ses composantes sont en fin de vie utile. Donc, il nécessite là, nécessairement des travaux majeurs. Ce bâtiment-là sera aussi, en juillet 2025, sans usage, puisque les services de l'Hôtel de Ville seront relocalisés dans le nouvel Hôtel de Ville au 55 rue du Carrefour Sportif. Maintenant, ça, c'est vraiment la définition du problème. Au niveau des coûts associés au bâtiment de l'Hôtel de Ville, eh bien, je vais vous en énumérer quelques-uns, puis ça va vraiment vous donner là, un petit peu une aperçu de ce que ça implique là, de faire fonctionner le bâtiment ici, là, actuellement. Donc, si on regarde au niveau des opérations du bâtiment, donc les opérations, c'est vraiment quand on parle au jour le jour. Donc, on a des coûts, bien sûr, en lien avec Hydro-Québec, les services ménagers, de buanderie, les assurances, les systèmes d'alarme, déneigement de toiture, tout ça. Donc, en opération, là, pour le bâtiment ici, on tourne autour de 60 000 $ par année. Maintenant, au niveau de l'entretien, donc ça, l'entretien, c'est les menus travaux qu'on peut faire là, sur le bâtiment. Donc, annuellement, on prévoit un budget d'environ 12 000 $ pour faire des menus travaux. J'en nomme quelques-uns, là, par exemple, c'est des travaux de peinture, remplacement des scellants, fenêtres, remplacement des luminaires, tout ça. Donc, on se prévoit toujours un petit budget annuellement pour entretenir notre bâtiment. Au niveau du maintien, donc, de cet actif-là, donc, comme Marie-Hélène le dit tout à l'heure, on a fait faire quand même une étude en 2020 par la firme Planifica. Donc, Planifica, son mandat, c'était vraiment d'identifier qu'est-ce qu'il y avait comme problématique là, sur le bâtiment, qu'est-ce qu'on devait faire, les coûts aussi, mais hiérarchiser dans le temps vraiment les travaux qui devaient être faits. Donc, ce que ça nous donne, cette étude-là, c'est qu'on sait exactement à court terme, à moyen terme et à long terme, qu'est-ce qui est à faire sur le bâtiment et les coûts aussi que ça implique. Bon, je l'ai dit, là, l'étude date quand même de 2020. Par contre, on a indexé les coûts pour vous les présenter, là, pour que ce soit des coûts là, plus représentatifs en 2025. Donc, au niveau du maintien, si on regarde à court terme, on parle de 0,5 ans. Donc, on a des montants. Je vais dire les montants, puis je vous énumérerai un petit peu après là, qu'est-ce que ça implique comme travaux. Mais 0,5 ans, on a des montants autour de 900 000 $ à investir dans le bâtiment. Pour moyen terme, on parle de 6-10 ans. On est autour de 500 000. Pour le 11 à 25 ans, on est vraiment autour de 1 100 000 d'investissement pour le maintien là, de l'infrastructure. Donc, qu'est-ce que ça comprend, ça? Eh bien, on parle, par exemple, de réfection et réparation des revêtements de toiture, système de drainage de toiture. On parle aussi du remplacement des fenêtres de bois d'origine, vous l'avez vu tantôt là, avec Marie-Hélène, qui ont passé leur durée de vie utile. Remise à niveau aussi de plusieurs services électromécaniques. Donc, on le dit, distribution électrique, réseau d'égouts, sanitaire, système de gestion centralisé, les systèmes d'alarme. Donc, tout ça est à refaire là, à moyen et à court et moyen terme. On a aussi, bien sûr, là, les travaux de renouvellement de tout ce qui est fini intérieur, là, on l'a dit tantôt. Donc, c'est vraiment, grosso modo, là, ce que peut comprendre les travaux là, sur court-moyen terme. Maintenant, si on parle de disposition du bâtiment, on le voit ici là, sur le cycle de vie d'une infrastructure. Là, donc, on a parlé des opérations, de l'entretien, du maintien. Maintenant, pour la disposition du bâtiment, donc ça, c'est quand il est en fin de vie, puis on veut le laisser. Donc, ici, on a une estimation des coûts qui a été faite par la firme Gesfor en collaboration avec Amérique Innovation. Donc, on parle ici d'un coût de disposition de 410 000 $ à peu près. Donc, ce que ça comprend, bien entendu, c'est le désamiantage, la démolition, la remise en état des lieux. Donc, on parle de 400 000 pour une évaluation municipale là, du bâtiment qui est autour de 800 000 $. Donc, on parle de 759 200 $ actuellement. Donc, voilà, ça ici, ça fait vraiment le tour des coûts associés là, au bâtiment de l'Hôtel de Ville. Maintenant, au niveau des options d'intervention, donc, c'est sûr et certain que vous comprendrez qu'il y en a deux options ici actuellement. Donc, on parle de la première option qui est la conservation du bâtiment et la deuxième option qui est la déconstruction vraiment du bâtiment. Donc, si on regarde au niveau de la conservation du bâtiment, il est essentiel ici de se rappeler ce que le PRAFI, l'aide financière, nous demande pour conserver le bâtiment. Donc, on nous demande, bien sûr, de mettre en place
des mesures adéquates de réduction de sa vulnérabilité là, face aux inondations. Si je regarde ici un petit peu là, les avantages, là, finalement, de la conservation du bâtiment, bien, c'est sûr et certain que si on allait vers, par exemple, de la location, bien, il y aurait un revenu de location. Au niveau de la sauvegarde aussi d'un bâtiment historique, donc on peut penser que ce serait des avantages pour la conservation du bâtiment. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau des inconvénients, donc là, l'utilisation de ressources financières humaines pour l'entretien du maintien de cet actif, des coûts importants aussi liés aux travaux à réaliser. Donc, on les a nommés tout à l'heure, donc ça fait quand même beaucoup de coûts. Au niveau du risque lié à l'état du bâtiment aussi, donc c'est sûr qu'il y a des risques de défaillance élevés, vu vraiment l'état de certains systèmes, donc on les a tous vus tout à l'heure aussi. Puis, des options de financement, bien entendu qu'il y a du financement au profit pour mettre en place des mesures de réduction de la vulnérabilité, mais des aides financières pour le maintien des infrastructures comme ça, bien, ils sont vraiment limités, là. Donc, à date, il n'y en a pas là, au niveau du ministère des Affaires municipales. Donc, voilà pour l'option A. Maintenant, pour l'option B, donc la déconstruction du bâtiment, c'est sûr et certain que si on regarde au niveau des avantages, donc, c'est sûr qu'on a la possibilité, par exemple, d'augmenter une superficie de parc et d'espace vert de la ville, là, puisque la superficie ici occupée par le bâtiment là, pourrait nous laisser de la place pour le parc. Il y a aussi, bien sûr, des économies d'argent, puisque c'est un actif là, qui est en fin de vie utile. Des options de financement pour la déconstruction, actuellement, il y en a. Donc, c'est vraiment au niveau du profit. Les aides financières sont quand même assez élevées, là, donc on parle de 85 %. Puis au niveau des risques liés au bâtiment, bien, c'est sûr que si on déconstruit, il n'y a plus vraiment de risque là, au niveau de l'infrastructure. Donc, voilà pour les avantages et inconvénients de chacune des options. Maintenant, bien, les critères pour prendre une bonne décision, c'est sûr et certain que les élus ont dû tenir compte des avantages à long terme de chaque option, des coûts sur le cycle de vie, des risques liés aussi à l'actif, puis des options de financement, tout en étant là, vraiment orienté vers les objectifs stratégiques de la ville. Donc, voilà pour la gestion des actifs. Fait que ça fait le tour un petit peu de l'aide financière, là, PRAFI, versus là, la gestion des actifs pour le bâtiment actuel. Nous serions à la décision du conseil municipal. Décision du conseil municipal. Alors, après des analyses de différents scénarios, de rigoureuses réflexions, de longues discussions, parce que cette discussion-là, comme vous voyez, ça fait plusieurs années, on a tenu compte de l'état du bâtiment actuel, les coûts de réfection du bâtiment ici, la capacité financière de la ville d'Amqui quand même. Et on vous l'a dit, on vous l'a répété et on le vit, on est dans une zone inondable. Comme Marie-Hélène disait, le garage est construit sur une zone inondable. Il a fallu faire des pieux qui sont très, très profondes dans la terre et ça a augmenté considérablement les coûts. Alors, en effet, le conseil municipal a dû, comme je vous disais, après plusieurs discussions, réflexions, on a pesé le pour et le contre. On a analysé le coût pour les citoyens, aussi pour les utilisateurs, pour le rendre conforme à une utilisation quelconque. Parce que tout à l'heure, Véronique disait, bon, ben, on pourrait le louer, mais le louer à quel coût? Parce que des travaux, quand tu fais quelque chose, si tu loues, bien, il faut que tu regardes qu'est-ce que les travaux t'ont coûté pour que ce soit quand même un coût de location qui couvre qu'est-ce que ça te coûte le garder. Donc, on a tourné et retourné les possibilités dans tous les sens. Et ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut maintenir cet édifice dans l'état actuel. Aussi, je vous dirais, nous allons être très francs, très honnêtes
Ce soir, on ne parle pas d'une soirée de consultation. OK? On n'est pas là pour consulter parce qu'on a dû prendre une décision. Après les analyses de tout ça, on aurait pu dire on va faire une soirée de consultation, mais on a passé tellement de temps, tellement d'heures à analyser toutes les propositions qu'on avait. Autant Marie-Hélène disait, Véronique, regarde, c'est toutes les 4 propositions qu'il y avait ont été analysées. On avait les coûts, qu'est-ce que ça coûte. On avait les coûts pour le futur. Alors, on ne voulait pas vous laisser croire, justement, à une autre possibilité. Alors, on vous informe simplement ce soir de la seule solution viable, quand même, pour cette infrastructure. Donc, le conseil municipal a retenu la déconstruction de cette bâtisse. C'était pas facile à décider. C'est pas facile à dire non plus. Je peux vous dire que les petits papillons sont là, puis parce que, bon, qu'est-ce que les gens veulent et tout, c'est mais nous, on est obligés de prendre une décision sur la connaissance de l'état des lieux. Donc, nous avons trouvé et retenu la seule solution possible. Donc, peut-être que vous auriez aimé attendre d'autres choses, mais ça va... Bon, la déconstruction. Déconstruction, on a des spécialistes aussi qui vont expliquer c'est quoi la déconstruction, parce qu'on vous parlait de belles poutres et tout, bien c'est ça. C'est pas la pelle qui va arriver puis qui va écraser ça. Alors, pour expliquer la déconstruction, moi, mon rôle, c'était de vous annoncer c'était quoi la décision du conseil municipal. Fait qu'à présent, je vais repasser la parole à Véronique, qui va expliquer encore, qui va revenir avec la gestion des actifs. Puis, si vous avez des questions, bien, je vais revenir tout à l'heure. En fait, simplement de rappeler ici que pour la déconstruction du bâtiment, donc le PRAFI, l'aide financière de 73 % qu'on a eu pour la construction, la relocalisation de l'hôtel de ville, eh bien, on revient avec le PRAFI aussi, donc à l'intérieur de la même entente. Donc, on a des sommes qui ont été identifiées là, pour une possibilité de déconstruction de l'ancien bâtiment. Donc, on voit que l'estimation tout à l'heure de la mise au rebut, là, si on veut, là, ou du cycle de vie de l'article, de l'actif, là, c'est vraiment ce qui a été identifié là, à l'intérieur du PRAFI. Donc, on a une somme de 406 000 qui a été identifiée pour un taux d'aide financière de 85 %. Donc, on voit que l'aide financière est plus élevée pour faire cette déconstruction-là. Donc, on voit l'aide financière là, de 345 000. Donc, on peut penser là, que c'est une soixantaine de mille que la Ville devra payer pour déconstruire son bâtiment. Quand Véronique m'a appelée pour me demander de venir faire la présentation ce soir, vu que je suis dans le dossier depuis le début. Je me rappelle, je conduisais, puis j'ai eu un flash. J'ai laissé un message à Véronique. J'ai dit, oui, mais Véronique, là, aujourd'hui, on ne peut plus démolir puis déconstruire comme on faisait avant avec des pelles. De 1. De 2, aujourd'hui, on est rendu dans une époque, un temps où le terme carbone commence à flasher partout, là. Autrement dit, la construction, je vais prendre un petit peu de temps juste pour expliquer tout ce milieu-là, ce domaine-là. Là. La construction, c'est le domaine qui a le plus d'impact au point de vue environnemental. Tant au niveau dans la production des matériaux, le transport des matériaux jusqu'au site et l'emballage des matériaux. Après ça, on construit l'exploitation, de la façon si le bâtiment est efficace ou pas. Et on appelle ça le cycle de vie, OK? Donc, l'extraction, le transport. Et maintenant, il faut tenir compte de la démolition. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec les éléments qu'on décompose? Donc, une construction intelligente va faire... Les blocs Lego, c'est une construction très intelligente. Parce que je peux construire, déconstruire, réutiliser, déconstruire, réutiliser. Ça serait la meilleure façon de faire des bâtiments. La meilleure façon, c'est de ne pas construire aujourd'hui. Ça, c'est la meilleure façon. La deuxième meilleure façon, c'est de réutiliser un bâtiment. Là, on a fait la démonstration que c'était pas très gagnant de réutiliser ce bâtiment-ci. Donc, l'autre option qui peut être intéressante, c'est
Si on décide de déconstruire ce bâtiment-là, non pas de démolir, le mot est bien choisi, hein? On a choisi. Le mot qui est dit, c'est déconstruire. C'est pas démolir. Donc là, aujourd'hui, on a ChatGPT. Hein? C'est notre ami à tous. Une ou un, je ne sais pas, en tout cas. Alors, quand j'ai flashé, j'ai laissé un message à Véronique. Je dis, ouais, mais Véronique, on peut déconstruire le bâtiment puis penser faire de quoi avec ce qu'on va récupérer. Parce que c'est un site qui a un caractère culturel, c'est un parc, c'est un magnifique site, puis c'est un bâtiment qui a quand même une empreinte dans la ville d'Amqui. Donc, j'ai tapé ChatGPT, dis-moi les avantages d'une déconstruction sélective plutôt que globale en matière de carbone. Mais c'est ChatGPT m'a tout répondu ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est, bon, premièrement, la réduction des émissions liées à l'extraction. Donc, dès qu'on réutilise un matériau, on a tout coupé la chaîne de production. Autant dans les matières qu'on va extraire pour le produire, autant dans le transport pour l'amener. On a réduit l'emballage, tout ça aussi. Diminution des émissions associées au transport à l'enfouissement, c'est ce que je viens de mentionner. Juste une autre parenthèse, quand on démolit et qu'on va au site d'enfouissement, les sites d'enfouissement sont la première source de gaz à effet de serre. C'est la première source. Fait qu'il faut essayer de penser autrement aujourd'hui. Réduction du volume de déchets de construction, maximisation du stockage de carbone dans les matériaux biosourcés. Les matériaux biosourcés, c'est tous les matériaux. Le bois, c'est un matériau biosourcé. Tous les matériaux qui sont... On a beaucoup de béton ici, c'est pas du matériau biosourcé. Mais un béton qui est malheureusement, comment je pourrais dire ça? Toxique, hein, qui est toxifié, hein? Ça va être le meilleur mot, qui est toxifié, mais c'est pas tout qui est toxifié, là. Donc, comment on peut penser ça? Moins de pollution et d'impact au niveau de l'environnement. Des exemples, une tonne de béton, réutiliser une tonne de béton. Réutiliser une tonne de béton, comment? On peut concasser du béton, puis on peut réutiliser du béton qui n'est pas toxifié dans un aménagement ou dans n'importe quelle chose. Ça permet d'économiser 100 kg de CO2. Réutiliser une tonne d'acier peut éviter jusqu'à 2 tonnes de CO2, puis la récupération du bois de construction réduit de 30 à 80 % l'achat du bois neuf. Donc, tout ce qui peut être récupéré a un impact direct au niveau carbone puis au niveau environnemental. Donc, la conclusion, c'est que la construction sélective est une stratégie efficace pour réduire les émissions de CO2, limiter l'extraction des ressources naturelles et diminuer les déchets de construction, de chantier. Bon, ça demande, par contre, une planification plus poussée et parfois des coûts initiés un petit peu plus élevés. Parce qu'il y a une différence, je ne sais pas dans l'estimation qui a été faite, si c'est le boule qui rentre, je ne sais pas, là, tu sais. Mais moi, j'arrive comme un petit chien à un jeu de quilles, puis là, je dis « Oh, les amis, vous voulez démolir? » Mais là, aujourd'hui, on ne peut plus arriver avec un boule puis démolir comme ça. Êtes-vous ouvert à penser ça autrement? OK? C'est un peu ce que j'ai proposé. Fait que, là, c'est une parenthèse qui est ouverte. Je passe la parole à Guillaume. On est vraiment dans un objectif de déconstruction. Donc, un objectif de déconstruction, c'est vraiment faire en sorte qu'on va maximiser la réutilisation de ce bâtiment-là d'une autre manière. Donc, c'est, par exemple, lorsqu'on aura quitté les lieux, il va rester des équipements ici, il va rester des biens qui peuvent être utiles à d'autres personnes. Donc, c'est de faire en sorte que ces biens-là vont pouvoir être revendus ou donnés à des organismes. Ce sera des choix que les élus pourront faire à ce moment-là. Mais aussi, dans le cadre d'une déconstruction, il y a des morceaux de ce bâtiment-là qui vont pouvoir aussi être possiblement réutilisés dans d'autres projets. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte de voir qu'est-ce qu'on pourrait conserver, puis ultimement réutiliser ça dans d'autres projets, dans le but qu'on puisse faire en sorte que ces projets-là puissent coûter moins cher, ou du moins réutiliser des matériaux qu'on a déjà. On a vécu l'expérience avec la passerelle Napoléon-Pérusse au centre-ville. Bien, l'ancienne passerelle qui était là avant notre passerelle actuelle, bien, les poutres qui étaient sur l'ancienne passerelle ont été réutilisées, soit par le club de VTT, qu'on a fait un don à ce club-là, qui ont utilisé ça pour faire un ponceau dans un de leurs sentiers. Et on a utilisé aussi 2 poutres dans le cadre de la nouvelle passerelle qu'on a reconstruite dans le parc Théodore-Gagné, parc des Pompes pour certaines personnes. Donc, ça a été une façon d'économiser de ce côté-là, puis faire en sorte qu'on a réutilisé des poutres d'acier qui étaient encore utilisables, puis on a fait en sorte de réduire le nombre d'utilisation des GES là, par rapport à ce projet-là. Je voulais juste, dans le fond, venir vous aborder, en fait, qu'est-ce qu'on va faire après ça avec ce bâtiment-là. Donc, imaginons-nous que demain matin, on a procédé à la déconstruction, on arrive avec un grand terrain ici, il n'y a plus de bâtiment. Donc, on se retrouve avec un parc Marcel Rioux qui a un grand espace vague. Là. Donc,
Donc, nous, ce qu'on veut faire pour les prochaines étapes, c'est vraiment travailler à l'élaboration d'un plan directeur des parcs et des espaces verts. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est un plan directeur des parcs et des espaces verts. On va enclencher le processus au cours des prochaines semaines. Déjà, présentement, on a procédé à des demandes de vie là, pour certaines firmes. On a 3 firmes qui nous ont proposé de travailler avec nous. On est dans l'élaboration, dans la décision de qui on va faire, avec qui on va décider de travailler. En fait, un plan directeur des parcs et des espaces verts, c'est un outil de planification et d'aide à la prise de décision. Donc, ça dresse un portrait de la situation et des formules et des principes directeurs, des recommandations aussi afin de mieux orienter le développement de nos parcs et de tous nos espaces verts. Ça ne fait pas juste des parcs où est-ce qu'on a aussi des forêts ici qu'on veut potentiellement réutiliser ou mieux utiliser ou développer. Donc, on n'a qu'à penser ici en arrière, le rond, il y a un beau potentiel de développement de ce côté-là. Donc, le plan directeur permet de définir le type, la vocation, le contenu de chacun des lieux de transition, de détente, de pratique de sport et récréatif. Donc, on va pouvoir déterminer chacun des parcs, est-ce qu'on leur donne des thématiques, à quoi on veut que ça serve, comment on les voit. On va effectuer aussi un inventaire quantitatif et qualitatif qui met en lumière les forces et les faiblesses de chacun de nos parcs et espaces verts. On va identifier les besoins actuels et futurs des parcs et des espaces verts pour chacun des secteurs et des quartiers de la municipalité. Donc, pour qu'on ait vraiment une vision d'ensemble dans la ville, puis voir est-ce qu'il y a des zones qui sont mal définies ou qu'il y aurait des zones manquantes au niveau des parcs et des espaces verts. On va également, par rapport à ça, on veut aussi créer des liens permanents entre les services impliqués, donc administration municipale, service des loisirs, la culture, la vie communautaire, le service de l'urbanisme, le service des travaux publics, le service de l'environnement et aussi du développement durable. On veut établir aussi un dialogue avec les partenaires externes par rapport à cette étude-là. On veut travailler en collaboration avec les écoles, les services de garde, les regroupements de citoyens, les OBNL, le milieu communautaire, le milieu sportif, le milieu culturel ou environnemental, les organisations aussi qui œuvrent dans le domaine de la santé, la promotion des saines habitudes de vie, la qualité des milieux de vie et l'environnement en mobilité active. Donc, ces gens-là seront consultés dans le cadre de l'élaboration de ce plan-là, dans le but de faire en sorte qu'ils reflètent le plus possible les besoins de la population. Dans le fond, on veut générer aussi une planification stratégique d'intervention pour les prochaines années, planifier les investissements pour plusieurs années aussi, et être en mesure de pouvoir prévoir les sommes requises et les demandes de financement qui seront travaillées en collaboration avec Véronique. Développer un plan d'entretien et de remplacement des installations et des équipements. Donc, c'est beau de faire des travaux, d'avoir des biens, mais il faut aussi être en mesure de déjà prévoir leur renouvellement et prévoir aussi leur entretien. Explorer les tendances, les analyses, les pratiques exemplaires dans d'autres municipalités, les organismes et les entreprises privées. On veut également, comme je vous disais tout à l'heure, assurer la participation de la population, des organisations et des ressources municipales au processus. Donc, on veut vraiment que vous puissiez élaborer, mentionner vos besoins, votre intérêt en matière de parcs, d'espaces verts, d'infrastructures récréatives et sportives, et d'assurer aussi une meilleure appropriation de la démarche. Donc, ça va venir de vous, ça va émaner c'est vous qui allez nous aider à faire en sorte d'avoir un beau plan. Donc, l'avis des usagers est particulièrement important là, afin d'assurer que les orientations retenues puissent vraiment répondre aux attentes des citoyens de la Ville d'Amqui. Donc, en fait, tout le monde va être consulté, tous les services municipaux concernés vont être touchés, l'ensemble de la population, les utilisateurs, les organismes et les institutions locales. Donc, pour la suite des choses, c'est qu'en 2025, on prévoit procéder à l'octroi du mandat dans le but de travailler avec la firme qui va nous aider à l'élaboration de ce plan directeur-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 offres de services qui ont été reçues, dont nous avons reçu des propositions. On aurait probablement reçu beaucoup plus de propositions. Les firmes étaient vraiment intéressées de travailler avec la Ville d'Amqui dans l'élaboration de ce plan-là. C'est quand même intéressant de pouvoir se voir dans l'avenir. On parle d'un plan des 10-15 prochaines années pour être en mesure de pouvoir savoir comment on va organiser nos parcs. Donc, le contrat va être octroyé au cours des prochaines semaines et vous pourrez suivre au niveau du conseil municipal. C'est le conseil municipal qui va procéder à l'adoption et à l'octroi du mandat. On prévoit probablement plus aux alentours de 2026 vous revenir avec le dépôt du plan directeur parce qu'on s'entend que faire un processus de consultation puis s'assurer que toutes les parties prenantes ont été consultées, bien, ça prend un certain temps. Donc, en principe, en quelque part en 2026, on devrait être en mesure de pouvoir vous revenir avec ça. Donc, nous pourrons donc profiter de ce document-là qui va nous permettre aussi d'imaginer notre futur parc Marcel Rioux ici au niveau de la Ville d'Amqui. Donc, on va pouvoir lui donner une vocation à ce parc-là. On va pouvoir aussi créer un nouvel espace qui pourra répondre aux besoins de la population. Donc, je
je vais vous présenter une petite image. C'est juste pour vous montrer. Je ne vous dis pas que c'est ça qu'il va y avoir. Là, okay? C'est pas, on ne fera pas ça nécessairement comme ça. Ça, c'est Marie-Hélène, en fait, qui a utilisé l'intelligence artificielle, puis qui a dit au système, est-ce que tu peux nous faire un agora extérieur en réutilisant du béton, réutilisant du bois, puis on veut que ce soit une zone publique accessible. C'est juste pour montrer, dans le fond, des idées qu'elle pourrait représenter. Donc, bien sûr, ça fera partie des objets de consultation. Qu'est-ce qu'on veut en faire de ce site-là? Mais vous voyez à côté aussi, il y a des pistes d'hébertisme qui sont possibles, qui sont envisageables, et bien d'autres. Donc, comme je vous disais, on pourrait récupérer toutes les composantes de bois lamelé collé ici au plafond, dans les différents endroits où est-ce que c'est possible et que ce n'est pas contaminé par différentes... s'il y a du plomb, s'il y a de l'amiante, bien, vous comprenez que ce n'est pas des matériaux qui sont exempts de problématiques, donc on ne pourra pas les réutiliser. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est les bétons non contaminés. On pourrait penser à des nouveaux espaces extérieurs. On pourrait réutiliser le béton pour en faire, par exemple, de la pierre concassée qui pourrait être utilisée dans nos parterres, dans nos sentiers. Un amphithéâtre extérieur, puis comme on vous mentionnait, urgence climatique objectif. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'on fait quelque chose, qu'on démontre les efforts que la ville d'Amqui peut faire pour minimiser l'impact sur l'environnement dans le cadre de la déconstruction de ce bâtiment-là. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de ce document-là. Donc, les prochaines étapes, c'est que, assurément, au cours de la prochaine année, vous serez consulté, vous aurez la chance de pouvoir apporter vos commentaires, vos suggestions et faire en sorte que le plan reflète le plus possible vos besoins dans le but de plus utiliser nos parcs, mieux utiliser nos parcs et faire en sorte que ces parcs-là répondent à vos besoins. Donc, ça fait le tour de la présentation. Je crois bien qu'on nous sommes rendus à la période de questions. Donc, Sylvie, je vais te céder la parole. Alors, merci. Merci à vous tous qui avez fait la présentation. J'espère que c'était clair pour vous, mais de toute façon, si vous avez des questions, bien, c'est le moment. J'ai la première en arrière, ensuite... Je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive avec la bibliothèque. Est-ce qu'elle suit le projet? OK. La bibliothèque, elle demeure là. La bibliothèque, Madeleine Gagnon, ici, elle n'a pas de sous-sol, elle. Fait qu'elle, elle a vraiment été construite sur une slab, c'est ça le mot français? Une slab? Une dalle de béton. Une dalle de béton, merci. Elle est vraiment sur une dalle de béton. Fait qu'elle, il n'y a pas d'inondation qui se passe là. La construction a été bien faite. Fait que même, on a plus des projets dans notre PQI, ce qu'on appelle. On a quand même des projets de rénovation au niveau de la bibliothèque. Mais elle, il n'y a aucun problème, elle demeure là. Même, elle va être mise beaucoup plus en évidence, justement. Ça va? Oui, ça va. Paul? Est-ce qu'on a pensé pour l'aménagement des parcs, pas juste de celui-là, peut-être on a déjà un agora, il peut y avoir un aménagement, exemple, ce qu'on peut voir, mais est-ce qu'on a pensé au local, aux entrepreneurs locaux, pour l'aménagement, pour faire le plan d'aménagement et après ça, l'aménager? Bien, quand on va être rendu à l'aménager, parce que là, on va faire d'abord la gestion. Tu veux-tu... juste pour vous dire, en fait, c'est vraiment le plan directeur des parcs, là, c'est pas juste pour ici. C'est vraiment tous les parcs et les espaces verts de la ville vont être analysés et vont être inclus dans le document. Donc, ça va vraiment... On a une certaine vocation du parc PMG, des jeux pour enfants, l'Agora est là. Il va falloir voir comment on continue de développer ce parc-là. Est-ce qu'on ajoute de la végétation? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est sûr que le plan en tant que tel, lui, est élaboré par des firmes spécialisées là-dedans, dans les plans directeurs. Puis après ça, quand vient l'élaboration des projets, dépendamment du type de projet, là, dépendamment des coûts aussi, pour aller à l'appel d'offres public des fois. Là, je comprends l'enjeu de faire affaire avec des entrepreneurs locaux, mais les municipalités sont assujetties à des appels d'offres publics, mais on va travailler en ce sens maximum. Je vais juste quand même peut-être ramener, pour la passerelle chez Napoléon Pérus. On a fait affaire avec, ça prenait d'abord une firme qui avait des connaissances. C'était avec Pont Expert de Québec. Mais toute la structure, la structure en métal a été faite ici sur soudure Gilles Roy. Fait que donc, on a travaillé vraiment avec une entreprise locale qui a été la commémoration de notre espace la semaine dernière, la semaine avant, pour le 13 mars. Tout ce qui est les travaux qui ont été faits, on a travaillé entièrement avec des entreprises, même d'ici à Amqui,
que ce soit sur Dieu-Leroy à nouveau, que ce soit avec des Cartec, lettrage à l'art, LMG graphiste, même chez Deniché. Fait que c'est tous des entreprises d'ici qui ont travaillé. Fait que oui, quand on fait affaire avec des entreprises d'ici, mais comme Guillaume dit, c'est sûr qu'à un moment donné, quand ça devient une grande ampleur, il faut aller en soumission à ce moment-là, il faut respecter ça. Le chiffre exact de mémoire, Véronique, c'est 103 000. 133. 133 000. Moi, 133 000, on n'a pas le choix de faire un appel d'offres. Vous comprenez que là, on a tout le contrôle, on ne sait pas quelle entreprise va avoir le mandat. Mais en bas de 133 000, la Ville a renouvelé, a modulé sa politique de gestion contractuelle dans les derniers mois. Et on a vraiment une plus grande flexibilité jusqu'à 133 000. Vous comprenez que c'est la grande majorité des projets qui sont en bas de 133 000. Juste une autre précision. Est-ce qu'on est encore obligé de prendre le plus bas soumissionnaire quand on a des gros mandats? Dans le cadre d'appel d'offres public, oui. Encore Dans le cadre de gré à gré, non. Donc, en bas de 133 000, on n'est pas obligé. C'est un des changements majeurs qui a été fait dernièrement par le conseil municipal, d'améliorer cet aspect-là, parce que des fois, c'est pas nécessairement le plus bas soumissionnaire qui a la plus grande qualité. Donc, on s'est permis cette façon de travailler là. Mais lorsqu'on est à 133 000 et plus, là, on n'a pas le choix, c'est le plus bas soumissionnaire, à moins qu'il y ait un appel d'offres qualitatif, où est-ce qu'on dit qu'on veut que vous ayez une certaine qualité avec des pondérations, des pointages. Là, à ce moment-là, c'est pas nécessairement le plus bas soumissionnaire, parce que le plus bas soumissionnaire peut ne pas avoir la qualité qu'on s'attend. Donc, on va aller chercher lui qui va avoir le meilleur pointage à ce moment-là. OK? Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je suis pas venu hier soir pour parler de la décoration extérieure. Je suis déçu parce que je pensais qu'on venait pour une consultation, je pensais, à savoir si vous démolissiez ou pas. Puis là, le conseil municipal a décidé, après plusieurs tentatives, réflexions, de démolir. Mais pourquoi il n'y a pas eu de consultation publique? Vous donnez des idées. Ben, c'est pas moi, j'aurais peut-être rempli sous-sol de ciment, on restait dans les airs, puis ça coûtait moins cher, mais d'accord, vous avez travaillé fort là-dessus. Pourquoi il n'y a pas eu de consultation? Là, on parle de consultation pour mettre un agora, un travail par après, mais pourquoi il n'y a pas de consultation pour la démolition? Bien, comme je vous disais, quand on a invité les gens, c'était pour une présentation. On ne disait pas une consultation, une présentation. Quand on a tout étudié, là, tout, puis qu'on était assis, puis qu'on a tout analysé, puis qu'on a eu les coûts, tu sais, moi, faire une consultation, pour faire une consultation, puis que la décision, quand même, a été prise dans l'autre pièce, puis que là, j'arrive en avant de vous autres, puis dire, on va faire une consultation, on vous écoute, puis que j'en reviens un mois après, puis dire, ah ben non, regarde, moi, là, je suis franche en avant de vous autres, puis je vous dis, les analyses ont été faites, les coûts ont été faits. Fait que ça donne quoi à un moment donné? Si on avait eu deux projets qui se ressemblent tellement, puis que les coûts auraient été pas mal pareils, puis que là, on aurait eu vraiment deux ou trois possibilités, vraiment, là, on aurait pu faire la consultation et dire, regarde, on a trois possibilités, dites-nous. Mais face à toutes les analyses qu'on a faites, il y en avait juste ça. Moi, je parle, ça servait comme deux autres bâtiments qui pourraient servir à justifier quelque chose de genre. Ben, c'est pour ça que c'est ça que je vous réponds, c'est que le bâtiment, même pour s'en servir l'été, les coûts pour le garder, parce que là, c'est au niveau des assurances. Quand on a une utilisation hôtel de ville, mais quand tu changes l'utilisation, ça veut dire que là, il faut que tu fasses les coûts, il faut tout que tu investisses pour une deuxième utilisation. Parce que là, c'est plus la même fonction. Fait que si on change de fonction, là, il aurait fallu faire énormément de coûts pour le rendre conforme. Parce que si on veut que les assurances, puis tout ça. Fait que même ça, on a analysé ça aussi. Fait que, puis faire ça, puis faire tous les travaux, ben, on dit qu'on vous loue quelque chose, personne n'aurait eu moyen de payer une location. Et tout ça aussi, ça a été analysé. Ça va? Oui. C'est ce que je peux vous répondre. Oui, ici, M. Lamar, après ça. Il me semble que vous compliquez la vie un peu pour allonger le projet, faire une agora, faire de quoi. C'est sûr que vous pouvez faire de quoi avec le stationnement, mais ça va vous mettre à garder le bâtiment encore un an, peut-être 2 ans. Ça va vous coûter 120 000 $ pour le chauffer l'hiver, tout ça.
Ça ne servira plus, mais l'hôtel de ville sur le banc de la boule. Ben, exactement, M. Lamar. Vous avez une subvention pour avoir Ouais. droit à la déconstruction. Ben, servez-vous-en. Lui, le monsieur, il va récupérer le ciment. Il y a un concassé, il va récupérer le ciment. Si quelqu'un va avoir des pièces, ben, il s'arrangera avec le contracteur, s'il peut avoir des morceaux. Mais parce que vous allongez ça pour aller consulter encore, vous n'avez pas besoin de consulter. Il va mettre le terrain ici, il va légaliser. Là, vous irez chercher des subventions pour améliorer le terrain, faire un stationnement, ou faire une petite agora, ou des petits spectacles. Mais il me semble que vous compliquez la vie. D'abord, vous allez décider de la déconstruire. Ben, faites-le. Après ça, vous verrez c'est quoi vous pouvez faire avec le stationnement, avec l'emplacement. Mais ça, vous compliquez la vie pour allonger ça. Merci, M. Lamar, mais c'est ce qu'on dit ce soir. Là. Ce soir, ça va être la déconstruction. OK? Fait qu'au mois de juillet, on déménage là-bas. Après que le déménagement va être fait, là, ça va s'enclencher le processus de déconstruction. Parce qu'il n'y aura pas d'autres utilités ici. Fait que quand ça va être vidé, que tout va être déménagé, puis que, fait que là, on va commencer le processus pour déconstruire qu'est-ce qui est conservé et tout. Ça va commencer. Ça, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui va être fait dans le futur, c'est quand on sera rendu là. Mais non, la déconstruction va commencer, puis on ne payera pas d'électricité pour un bien, puis pour un bâtiment. Ça se fait en même temps, absolument. On lance les deux en même temps. Dès qu'on est quitté ici, en fait, même la consultation, les travaux de consultation débutent des prochaines semaines. On ne se remet pas parti qu'on va déjà avoir enclenché les travaux de plan directeur. Et ça va se faire en parallèle, un va pas avec l'autre. C'est vraiment deux choses distinctes. C'est juste pour vous dire qu'on a une intention d'aller quelque part, mais c'est de dire que la déconstruction va débuter quelque part cet automne. C'est ça qu'on a comme objectif. Puis après ça, on va regarder qu'est-ce qui va se passer ici, parce qu'on va avoir un terrain vert. Mais on a de quoi faire un beau parc, on ne sait pas encore, mais ça va être notre déconstruction. Puis ensuite, on va faire quelque chose avec le terrain. Parce qu'avec la rencontre qu'on a faite, c'est pas compliqué à comprendre. Le bâtiment moi, quand je venais payer mes taxes durant l'automne, ça sentait l'humidité, je disais, comment vous faites pour aller ici? C'est épouvantable. C'est le dollar, mais. Il est fini. C'est fini. On peut passer une autre étape. Mais je reviens à ça pour faire d'autres choses avec l'endroit où les campeurs vont vider leur roulotte. Oui. C'est-tu resté. Ça, la station de vidange pour les roulottes s'en va au l'Arena. OK. C'est tout prévu, ça va être déménagé, puis c'est ramené, parce que ça a déjà été à l'Arena à un moment donné un petit coup. C'est ramené à un endroit à l'Arena aussi que ça va se faire d'une façon peut-être pas discrète, là, mais ça c'est ramené à l'Arena avec. Cet été, ça va être ramené à l'Arena. Parce que ça a déjà été fait proche d'ici, au garage municipal. Oui, c'était là, mais avec la construction du garage, ça ne pouvait plus être là. Ça a été déménagé à l'Arena. Avec les travaux qu'on a faits, ça ne pouvait plus être là. Fait qu'on l'a amené temporairement sur la 132 parce qu'à un moment donné, on a dit, on ne l'offrira pas un an, on ne l'offrira pas parce que. Fait que là, on s'est fait ramasser mal sale en bon français sur les réseaux sociaux. Fait que là, on a regardé et on a dit, OK, garde, on va faire temporaire. C'est pour ça que sur la 132, c'est temporaire qu'on fasse, mais ça va revenir où le carrefour sportif ou l'Arena. Je vous félicite pour la rencontre, les décisions que vous avez prises. C'est sûr que pour vous autres, c'est dur à prendre parce que vous représentez la population. Mais quand le bâtiment est fini, moi, tout le temps, je dis, il n'y a pas trop de passation matérielle. Les humains sont plus merci à vous. Oui! Oui, à ce moment-ci, Mme la mairesse, je me dois de saluer le travail de nos élus, du personnel de la ville, pour le travail de moine qui a été fait et surtout la transparence. Je vous félicite. C'est gentil.